Donc en hiver, c'est la nuit polaire. Donc moi, j'ai pas vu le soleil pendant 50 jours. Il faut tenir le coup, c'est pas le plus simple, mais j'ai vraiment pris ça avec beaucoup de lâcher prise, vraiment comme une opportunité de cultiver un petit peu cette introspection en hiver. Tu sais, c'est beaucoup cocooning, beaucoup de temps pour être à l'intérieur, de nouveau exprimer sa créativité, et puis voilà, profiter aussi des aurores boréales quand on en a. À l'été, là, c'est la nature qui reprend ses droits, hein. Il y a tout qui repousse, il y a les feuilles qui reviennent sur les arbres, c'est la saison de la randonnée, c'est le soleil de minuit. Voilà, même au niveau de notre corps, en fait, on le sent, on se sent beaucoup plus vif d'énergie. Nous, après nos journées de travail, on partait directement en randonnée et on pouvait rester en montagne jusqu'à minuit, 1h du matin sans problème. On n'avait pas ce souci de l'obscurité. Bienvenue à bord de Wanderlust, le podcast voyage et aventure qui mêle inspiration et développement personnel. Ici, vous allez découvrir des récits de vie et de voyage variés, singuliers et inspirants. Des personnes qui ont transformé leur vie en explorant le monde, en osant des projets audacieux et en repoussant leurs limites. Le voyage, c'est bien plus qu'une simple destination. C'est une exploration intérieure, une quête de soi et un moyen d'adopter un nouveau regard sur le monde. Je suis Marine, passionnée de voyages et de rencontres. J'espère que ce podcast vous inspirera à réaliser vos rêves les plus fous dans une vie remplie de sens, de passion et d'aventure. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours de Laura, une Belge de 28 ans qui a posé ses valises en Suède il y a 1 an et demi. Avant de trouver cet équilibre en harmonie avec la nature, elle a traversé une profonde remise en question. En septembre 2020, un burn-out sévère bouleverse son quotidien et l'amène à questionner le mode de vie classique qu'elle avait, métro, boulot, dodo. Entamant un chemin de reconstruction, Laura fait des choix radicaux et se tourne vers le service civique d'abord, puis le volontariat. De la Belgique à la Lituanie, en passant par la Suisse et la Suède, chaque mission lui ouvre de nouveaux horizons, tant géographique qu'intérieur. Le voyage devient pour elle un moyen de rencontre et d'apprentissage, lui permettant de se reconnecter à ses envies, de se redécouvrir et de donner du sens à sa vie. Après un volontariat de 7 mois dans le sud de la Suède, Laura prend une décision audacieuse. S'installer à Abisko, un petit village de Laponie au-delà du cercle polaire. Elle y vit au rythme des saisons, bercée par le soleil de minuit et la nuit polaire, au cœur d'une nature sauvage et puissante. Dans cet épisode, Laura nous raconte les étapes de sa transformation, les défis qu'elle a relevés et comment le voyage et le volontariat l'ont guidée vers une vie plus authentique et en accord avec ses valeurs les plus profondes. Belle écoute! Hello Laura, comment ça va? Salut Marine, je vais très bien, merci, et toi? Super, je suis ravie de te recevoir sur Wanderlust. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours et tes expériences, notamment dans le pays dans lequel tu vis depuis un petit moment maintenant. Donc déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? D'où viens-tu à la base et où tu vis maintenant? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Déjà, un tout grand merci de m'accueillir dans ton podcast. Moi, je m'appelle Laura, j'ai 28 ans. Donc, je suis originaire de Belgique, de la région de Mons. Et il y a 2 ans, en fait, un peu plus de 2 ans, j'ai décidé de quitter ma vie belge pour partir à la découverte de moi-même et de nouvelles perspectives de vie. Et j'ai commencé par le volontariat, en fait, et j'ai atterri il y a 1 an et demi en Suède, et plus particulièrement il y a 10 mois ici en Laponie. Donc, je vis à 200 km au sud du cercle arctique, dans un petit village de montagne qui s'appelle Abisko. Et maintenant, j'y travaille en tant que saisonnière, en fait, dans un hôtel. Trop bien. Et il me tarde que tu nous en dises plus justement sur la Suède, la Laponie et aussi, puisque c'est de ça dont il s'agit aussi dans ce podcast, c'est comment tu en es arrivé à faire aussi ce choix de vie. Qu'est-ce qui t'a mené à la Suède? Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire déjà d'un point de vue un peu plus global, toi, quel est ton rapport au voyage? Qu'est-ce que ça évoque pour toi ce mot-là, ta vision un petit peu?
Ouais, ben, moi, en fait, en étant plus jeune, j'ai jamais beaucoup voyagé. C'était beaucoup, voilà, des petites vacances avec mes parents, tu sais, à la côte belge, voilà, une semaine par-ci, par-là. Donc j'ai vraiment découvert le voyage à proprement parler sur le tard. Je continue de découvrir de jour en jour des nouveaux aspects, du Ouais. voyage. Mmh. Et qu'est-ce que ça t'évoque ce mot-là en toi? Ta vision un peu? Oh, le voyage pour moi, ça devient de plus en plus, ça transite de plus en plus vers la liberté. Voilà, le pouvoir de prendre ses propres décisions et d'aller là où le vent me mène, je dirais. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes comme type de voyage? Quelle voyageuse un petit peu tu es? Dans quoi tu te reconnais? Je dirais aujourd'hui, je me reconnais beaucoup dans cette perspective de slow travel, qui est plutôt, voilà, prendre le temps en fait, d'aller, dans une destination, voilà, d'apprendre à connaître les gens autour, pourquoi pas me faire un petit cercle social et prendre à connaître la culture locale, la nourriture aussi, dans une perspective de connaître, l'endroit où je me situe de manière authentique. Ouais, un peu plus en profondeur et être ancré un peu dans cet endroit. C'est vrai que pour vraiment apprécier et comprendre un lieu, un pays ou une région, enfin, peu importe l'échelle, mais c'est vrai que le fait de passer du temps, de rencontrer des gens qui y vivent et encore plus quand on y vit, c'est sûr que l'expérience de voyage est assez, différente. Ouais. Et qui est, Laura un petit peu, plus en termes c'est quoi ta personnalité? Même si j'imagine que ça évolue et peut-être que ça a évolué en partie grâce au voyage, mais voilà, qui es-tu un peu? Ouais, ben, c'est clairement ça, hein. J'ai vraiment commencé réellement à apprendre à me connaître, en fait, en démarrant cette expérience de voyage et c'est vrai que ça m'aide beaucoup, au niveau de la fibre sociale. Donc je dirais que, voilà, j'ai vraiment besoin de cet aspect, social, d'aller vers les autres, de m'enrichir un petit peu de leur expérience je suis un peu entre introvertie et extravertie. J'ai aussi besoin d'être dans ma bulle avec moi-même, voilà. Et qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui t'anime toi? Alors je suis quelqu'un de très créative, donc j'ai vraiment besoin d'utiliser mes mains et cette créativité de pouvoir me connecter à ça pour l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc jusqu'à maintenant, ça a beaucoup été la danse, ça a beaucoup été des arts créatifs, je fais beaucoup, pour aller un petit peu plus en profondeur, des bijoux en macramé, ça m'anime beaucoup et puis, ben, je l'ai déjà dit, mais voilà, le partage avec les autres. Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter finalement, comment le voyage, il a commencé à rentrer dans ta vie? Comment tu as commencé à aller un petit peu explorer, ce qui se passait? Est-ce que tu as eu, un déclic, une opportunité? Comment ça s'est fait? Ouais, donc il y a eu un élément déclencheur, ça c'est sûr. Alors je sais pas si tu connais le livre qui s'appelle «Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une». Ouais, Très beau livre par la même occasion. Alors moi, ça résume bien mon histoire en fait. Il y a vraiment eu moi j'ai grandi avec cette image de la vie que, ben, pour être heureuse, voilà, il faut faire des études, il faut avoir un bon boulot stable, un logement, partenaire de vie, puis bon, c'est le mariage, les enfants, enfin voilà, tu connais la chanson. Moi, j'ai un peu suivi cette voie-là pour, commencer, ma vie, d'adulte et puis, en fait, je me suis rendu compte que, ça me rendait pas plus heureuse que ça. Il y avait un chaînon manquant, en fait. Il y avait un manque de sens à cette période-là de ma vie. Mais bon, voilà, avant ça allait globalement bien. J'ai continué mon petit bout de chemin en me disant: «De toute façon, si je dois initier des changements, voilà, partir vers où? Faire quoi?» Tu vois? waouh! C'était voilà, c'était trop flou, donc je suis un petit peu restée dans le déni à ce moment-là, jusqu'au moment où, bah, malheureusement, aujourd'hui, je dirais plutôt heureusement, il y a j voilà, j'ai fait un burn-out. C'était en septembre 2020. Un jour au matin, donc je commence à travailler, comme tous les jours, donc sur mon ordinateur, parce que j'étais en télétravail. Et puis en fait, voilà, mon corps m'a dit stop, donc ça s'est manifesté par des crises d'angoisse, crises de panique, j'étais complètement épuisée physiquement, moralement, émotionnellement bah, à ce moment-là, c'était la période covid, donc ben, les consultations médicales se faisaient par téléphone. Donc j'appelle mon médecin, je lui décris un petit peu les symptômes et voilà, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai arrêté de travailler, pendant une période, ouais, 1 an et demi, 2 ans, quoi. OK.
Ouais. Et est-ce que sur le moment, quand ce matin-là, tu as commencé à vouloir bosser, est-ce que tu as pris conscience de ce qui t'arrivait ou enfin, tu vois, quand il arrive quelque chose comme ça, on comprend pas de suite, on pense qu'on a un petit coup de mou et qu'on va repartir, au bout de 2 jours, de repos, ça ira mieux. Voilà, comment tu l'as géré ce moment-là? Ouais, ben, je comprenais pas trop en fait parce que ben c'est un peu venu de nulle part, tu vois, il y a pas de raison apparente d'être dans un état comme je l'étais. J'ai eu beaucoup de mal en fait parce que je me suis vraiment sentie, perdre le contrôle de ma vie et à ce moment-là, bah, tu sais, il y a un peu cet instinct de survie d'essayer de se rattacher à quelque chose. Donc c'est, voilà, beaucoup de questions, qu'est-ce que je vais faire? Mais il m'a fallu beaucoup de temps, en fait, pour reconnaître qu'il y avait réellement quelque chose qui allait pas. Que ce Oui. soit, le mot burn-out, dépression, bore-out, peu importe comment on le nomme, il y avait réellement quelque chose qui devait, être initié, de ma part, quoi. Ouais, je comprends tout à fait, ce que tu peux ressentir. Il m'est arrivé exactement la même chose aussi et c'est vrai que c'est assez déroutant. Comme tu dis, tu as l'impression, de perdre ce contrôle et tu te dis: «Mais qu'est-ce qui m'arrive et comment je vais faire pour, genre, remonter la pente?» ou, tu as l'impression que genre tu es en bas de la montagne là et Ouais. que tu sais pas comment tu vas retrouver une vie un peu plus normale. Donc en tout cas, tu as eu les bons réflexes de suite, en tout cas, faire appel à ton médecin et tu dis que ça t'a pris donc 1 an et demi. Qu'est-ce que tu as mis en place, un petit peu, justement pour, peut-être reprendre, un peu, des choses pour toi? Tu avais une vie un petit peu métro boulot, le chéri, tout qui allait bien, voilà. Qu'est-ce que tu as mis en place pour dépasser un petit peu, ce qui t'est arrivé et pour remonter un peu la pente? Ouais, donc ben, premièrement, donc j'ai été suivie, j'ai fait une thérapie. Alors moi, ça m'a permis dans un premier temps de canaliser ce flot de pensée, toutes ces questions existentielles, qu'est-ce que je dois faire, quelle action, vers où aller, tu vois, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, ce genre de questions, quoi. Et ça m'a beaucoup permis, ouais, à canaliser parce qu'à ce moment-là, je faisais, migraine sur migraine. En fait, c'était non-stop, ça tournait non-stop dans ma tête. Donc il y a eu cette étape-là et puis je pense aussi que la première étape, la plus importante, c'est de pouvoir aussi, bah, comme on l'a déjà mentionné, reconnaître, accepter, Ouais. accueillir les émotions, plutôt que, bah, soit les rejeter ou se distraire, par, 1000 et une manières différentes. Voilà, vraiment s'accueillir, dans le bas de la montagne, comme tu l'as dit et puis seulement envisager les prises de décision. Moi, voilà, je suis arrivée après ce stade, de reconnaissance. J'ai en 6 mois de temps, en fait, voilà, j'avais ce besoin de mettre en place des actions. Donc, j'ai avant toute chose donc, déménagé. J'ai quitté ma relation et puis j'ai quitté mon boulot. Tout ça, ça s'est fait en 6 mois. OK. Et après voilà, il y a eu, la recherche, ben, voilà, redémarrer sur de bonnes bases. Donc, j'ai fait des formations, mais c'était toujours dans ce contexte, salarial, de métro boulot et ça me voilà, j'y trouvais pas de sens de nouveau. Donc j'ai décidé de me lancer sur la voie du volontariat, pour une reprise en douceur, dans le milieu professionnel sans cette notion, ben, de responsabilité, de performance, voilà. Mmh. Ouais, je comprends tout à fait. C'est vrai que tu as besoin de sortir de ce moule un peu quand il t'arrive quelque chose comme ça et d'avoir vraiment zéro pression et comme tu dis aussi d'avoir un projet qui a du sens. Parce que souvent, en fait, je trouve que dans le burn-out, il y a souvent finalement une grosse crise de sens. On a l'impression qu'on va pas sur le bon chemin et en même temps, une fois qu'on est sorti du moule, bah, c'est quoi mon chemin et comment accepter, aussi qu'on n'ait pas les mêmes envies, les mêmes besoins, finalement, peut-être que tout le monde, en tout cas à ce moment-là. Et donc tu as trouvé, le volontariat, ça tu commencé avec un volontariat en Belgique? Comment ça s'est fait? Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Ouais, j'ai commencé donc par, le service citoyen qui est l'équivalent du service civique en France à l'échelle nationale. Donc je me suis retrouvée, pendant 6 mois dans un parc naturel. Alors il faut savoir que moi je viens du milieu de la communication et du marketing, donc OK. absolument rien à voir et je me suis retrouvée à travailler, voilà, sur le terrain et ça m'a permis aussi par la même occasion, voilà, d'explorer, une nouvelle profession sans avoir forcément le bagage d'études
qui va Ouais. avec. Donc voilà, il y a eu un peu ce côté formatif aussi. Ça consistait en quoi? Alors, ben, moi, je travaillais sur le terrain avec mes collègues, donc il y avait des projets d'inventaire botanique, ornithologique, beaucoup plus physique en mouvement et en contact avec la nature directement, quoi, qui était vraiment une bouffée d'oxygène pour moi aussi. Ah, ça, c'est encore une fois, hein, c'est vrai, je me reconnais dans ce que tu dis, mais une reconnexion à la nature est souvent très importante pour une reconnexion à soi, finalement, aussi derrière. Et donc, c'était dans un parc naturel. Tu es resté combien de Ouais. temps dans ça? Ça t'a fait du bien et ça t'a ouvert à quoi, finalement? Donc je suis restée 6 mois, en tant que volontaire, qui a abouti en fait, par la suite à un contrat, en tant qu'employée. Ils ont voulu me garder quelques mois de plus. Mais entre-temps, j'ai commencé le volontariat international parce que grâce au service citoyen, on avait cette possibilité de mission court terme. Donc, j'ai été en Lituanie. Je me suis retrouvée avec une trentaine de jeunes de toute l'Europe. Alors, découverte, de la vie, en communauté, pratique de l'anglais qui n'était absolument pas, une force pour moi. Et on s'est retrouvés, ben, de nouveau en pleine nature pour un chantier à des fins pédagogiques dans un camp scout. OK. Et je pense que c'est véritablement cette expérience-là qui m'a ouvert une porte en fait, voilà, créer mon propre chemin et potentiellement prendre cette direction-là pour une future étape, pour aller creuser un petit peu plus loin. Ouais. Et ça consistait en quoi, ce chantier un peu international? On était dans un camp scout. On nous avait demandé de créer un parcours, didactique en pleine forêt, donc sur leur terrain, bah, pour pouvoir permettre aux jeunes, en fait, qui fréquentent le camp, de prendre conscience des enjeux environnementaux et de leur manière, de leur interaction avec la nature. Par exemple, moi, je me suis retrouvée dans une petite équipe, on a fait un parcours pieds nus avec, juste les matériaux qu'on pouvait trouver en nature. Génial. Et ça t'a fait du bien, justement, de te retrouver, avec d'autres jeunes, avec des expériences, des univers qui venaient un petit peu de partout? Est-ce que ça aussi, ça t'a aidé et ça t'a un peu ouvert peut-être l'esprit, Ouais, tous les jeunes venaient de pays différents, donc c'est, une richesse culturelle incroyable. Alors moi, je suis enfant unique de base, donc voilà, c'était gros contraste, et voilà, le fait de pouvoir échanger et voilà, de remettre en question aussi un petit peu ses croyances. Quand on est cantonné à un mode de vie, en Belgique, ben, de pouvoir, être exposé à d'autres modes de vie, voilà, ça ouvre vraiment les yeux. Ouais, donc ce mode de voyage-là, tu as senti en tout cas que ça correspondait, que ça allait t'aider finalement à creuser, à trouver un autre chemin et à continuer en tout cas à expérimenter, d'autres choses. Ouais, il y avait une prise de sens qui a commencé comme une porte qui s'ouvre, quoi, vraiment. Une motivation, une excitation à aller un petit peu plus loin, voir ce que je peux y trouver. Et alors du coup, est-ce que derrière et après ce chantier-là, donc tu as continué, c'est ça, quelques mois, tu disais, dans le service civique ou en tout cas, au lieu où tu avais effectué ton service civique et qu'est-ce qui s'est, enclenché alors, en toi et comment tu as continué un peu ce cheminement? Quand je suis rentrée en Belgique, il y a vraiment eu très rapidement un besoin de faire de la place pour autre chose de nouveau. Donc, j'ai pris la décision de quitter la Belgique. Mais voilà, entre-temps, il s'est passé quelques mois parce que, bah, bien évidemment, il y a toutes les démarches administratives, les demandes, de volontariat à l'international. Bon, moi, je suis passée par un programme européen qui s'appelle le Corps européen de solidarité. OK. Et pour tous les jeunes de 18 à 30 ans, voilà, si jamais ça peut intéresser éventuellement tes auditeurs. Et ça permet à tout jeune, en fait, de partir jusqu'à maximum 1 an, travailler pour une organisation en Europe pour, voilà, des causes, relatives à la nature ou, par exemple, l'accès au sport pour tous ou l'entraide, l'aide aux personnes âgées, ce genre de projet. D'accord, génial. Et donc tu as découvert ça et tu as postulé, c'est ça? C'est ça, donc il y a une plateforme accessible où tu as tous les projets qui sont rassemblés. Donc, bah, moi, j'ai postulé pour un centre de retraite de pleine conscience dans le sud de la Suède, donc principalement axé sur, voilà, des événements liés au yoga, la méditation, l'expression de soi, la musique et cetera. Et donc, voilà, j'ai postulé et tout s'est enchaîné, j'ai été retenue et voilà, nouveau projet, Et c'était un projet qui était sur combien de mois là-bas? alors c'était 7 mois.
Et tu étais rémunérée pour ça? Alors dans ce genre de programme, il n'y a pas de rémunération à proprement parler, en sachant que le volontariat, il est basé sur, un échange de travail pour, le gîte et le couvert. Ouais. Maintenant, dans ce cadre de programme, en fait, tu as ce qu'ils appellent, un argent de poche. C'est un petit montant qu'on te donne mensuellement qui te permet, voilà, de découvrir aussi, les environs et la culture du pays dans lequel tu te trouves. C'est génial en tout cas que ça existe. Donc là, tu es partie sur, un nouveau projet à plus long terme pour la première fois, alors ça reste l'Europe, mais quand même dans un autre pays, avec l'anglais, qui était pas forcément, ton fort, en tout cas avant de partir. Donc quand même chapeau parce que, c'est pas évident de se lancer comme ça, surtout quand on a vécu aussi un moment un peu difficile donc là, tu as commencé à sortir ta zone de confort et tu t'es dit: petit à petit, on continue mais tu te sentais bien en tout cas et alignée sur ce choix-là? Ouais, je me sentais vraiment alignée avec ce choix. Mais entre-temps, il faut savoir aussi que, ben, c'est le temps que, il y ait, le contrat de bail qui se termine, voilà, tout ce côté paperasse, en fait, j'avais quelques semaines qui étaient disponibles et je me suis dit: «Je vais l'utiliser intelligemment», et je me suis lancée entre-temps dans un projet volontaire, vraiment en mode step by step. Donc je suis partie en Suisse et ça m'a permis, en fait, de parler, de garder la langue française, mais déjà d'avoir un aperçu d'un projet un petit peu plus long que ce 1er projet que j'avais fait en Lituanie. Et donc voilà, je suis partie en Suisse, le 14 février. Ça a été la date de mon envol. Voilà, date significative quand même pour moi et je me suis retrouvée dans un vignoble bio. OK, toujours en nature quoi. Bah oui, hein, on garde la nature évidemment. Trop bien et donc là, c'était, dans un contexte aussi de volontariat. Tu avais trouvé ça sur quelle plateforme? Alors c'était une autre plateforme belge qui s'appelle le Bureau international de la jeunesse. OK et ça, c'est ouvert, que aux Belges, tu penses? Bah, j'imagine qu'il y a l'équivalent en France, mais ça doit probablement être un organisme différent. Mais voilà, le concept, c'est, la candidature, pour un projet volontaire et on te fournit une bourse, en fait, qui te Ouais. finance, voilà, les transports et voilà, ta vie sur place. Trop bien. Pour toi, en tout cas, la découverte du voyage s'est faite vraiment par ce biais-là du volontariat, petit à petit, step by step. Et alors, quand tu as su que tu allais t'installer, en Suède, est-ce que tu avais des appréhensions? C'était quoi ton état d'esprit? Voilà. Est-ce que tu avais, des peurs ou autre? Alors j'ai, rapidement switché vers un mode de pensée où moins j'ai d'attente, mieux c'est. C'était vraiment l'inconnu total, mais ça m'a permis voilà, de garder à l'esprit que, de toute façon ça sert à rien de stresser, je vais être bien entourée, j'ai un fil rouge, j'ai un cadre, donc tout va bien se passer. OK. Donc là, tu avais déjà c'était où donc, ce volontariat en Suède? C'était dans le sud, c'est ça? Ouais, tout dans le sud. C'était où? C'était quoi la ville, Alors, ça s'appelle, alors nous on était en pleine forêt, il y avait pas vraiment de de nom de village. On était, le plus proche, c'était Emmaboda. C'est OK. vraiment un petit village paumé, dans la campagne suédoise. Trop bien et donc c'était des gens qui vous accueillaient? Vous étiez plusieurs, jeunes un petit peu de partout en Europe? Vous alliez vous former ou vous alliez proposer des ateliers en lien avec la méditation de pleine conscience? Enfin, raconte-nous un peu cette expérience-là. Alors donc, quand je suis arrivée là-bas, donc, c'est un centre de retraite qui est assez isolé. Donc on vivait dans la forêt, en pleine campagne. J'étais entourée de 7 autres volontaires qui venaient aussi des 4 coins de l'Europe. On avait pas mal de pays différents. Le projet s'est construit vraiment sur une vie communautaire aussi. Donc, bah, travailler et vivre ensemble, manger ensemble, partager beaucoup de moments très axés sur le développement personnel, sur, le partage, l'expression de soi par le corps. Alors moi, j'ai couvert, 3 différentes saisons pendant ce projet, donc le printemps, l'été et l'automne et nos missions, elles se résumaient principalement autour du jardin. On travaillait en permaculture, donc ça a été, les différentes étapes. Comment fonctionne la permaculture? Comment on l'applique, déjà dans le jardin et puis à l'échelle humaine, parce que ça concerne aussi, notre manière de vie, bien plus que juste le jardin. Tout ce qu'on pouvait récupérer, de nos récoltes, en fait, on l'utilisait en cuisine. On travaillait aussi à la préparation des repas pour les retraites, donc repas très sains, les moins transformés possibles, avec le plus de récoltes du jardin. On recyclait au maximum, on réutilisait.
Donc voilà, puis plus tous les événements qui nous ont permis de rencontrer énormément de personnes et qui plus est, c'est ouvert d'esprit dans ce contexte événementiel, quoi. Mmh. Trop bien. Ça a l'air, super intéressant. J'imagine que ça a éveillé, voilà, pas mal de choses en toi. Pour le coup, là, tu es vraiment sortie, de ce que tu avais pu connaître, avant et donc ça a duré 7 mois. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a le plus plu finalement de cette expérience-là? Alors moi, c'est vraiment la manière dont j'ai pu tisser des liens extrêmement puissants avec des personnes que je ne connaissais absolument pas 7 mois plus tôt. Cette notion de vie en communauté, elle m'a tellement épanouie. En fait, ça a été vraiment une découverte de vivre ensemble et puis apprendre à retirer un petit peu tous les masques qu'on nous apprend à mettre en société et juste se montrer comme on est avec nos humeurs du quotidien, parce que de toute façon, tu n'as pas le choix, tu vis avec eux. Donc, Wow. à certains moments, ils vont te voir dans tous tes états et juste se dire que c'est OK, en fait. Et s'accueillir tous tels quels comme on est et s'accueillir ouais, dans cette beauté d'être. Trop bien et donc ça a duré 7 mois et tu as décidé, tu l'as dit au début apparemment de rester en Suède. Comment ça s'est fait un peu la transition sur la suite? Tu as décidé de pas rentrer finalement? Ouais, je suis pas rentrée en Belgique du tout. J'avais cette envie de continuer. Je me suis dit, voilà, je suis dans le nord de l'Europe. J'avais ce rêve de voir les aurores boréales. Donc, je me suis dit, je continuerai bien, en fait, quelques mois. Et ça aboutit, en fait, donc j'avais besoin vraiment d'une transition en douceur aussi, parce que quand tu viens d'une petite bulle comme ça, en pleine nature, je pense que c'est important de revenir en douceur dans la réalité du monde. Donc, j'ai été faire quelques semaines de volontariat, premièrement en Norvège, dans une ferme. Alors, là, j'ai pas vraiment trouvé mon équilibre. Donc, ça m'a juste permis, en fait, de tremplin. J'ai commencé à chercher un job pour pouvoir rester ici en Laponie. Et ça a débouché, en fait, sur l'endroit dans lequel je me trouve aujourd'hui, ici à Abisko. Alors, Abisko, donc tu disais que c'était, au-dessus du cercle polaire, donc tu es en Laponie suédoise, c'est ça? Exactement. Parle-nous un peu de cet endroit qui fait beaucoup rêver quand même, dans un lieu, j'imagine, en pleine nature, avec des phénomènes comme les aurores boréales, enfin, un hiver hyper froid, un été, j'imagine, assez flamboyant. Enfin, raconte-nous un peu ton arrivée là-bas. Tu as trouvé un job, c'est ça? Ouais, en tant que saisonnière. Ok. Donc, tu étais logée et en même temps, tu travaillais, c'est ça? Ouais, c'est pour un hôtel, oui. C'est ma deuxième saison ici. Très bien. Et donc, Abisko, alors? Ah, Abisko, c'est vraiment un petit village magique. On est à maximum, je dirais, 150 personnes à vivre ici. Vraiment très, très retiré de la civilisation. Je te donne un exemple. Si tu veux aller à la pharmacie ou si tu veux aller à la piscine, tu dois rouler 100 km en fait, tout simplement. Ok. Ouais. Donc voilà, très, très reculé, mais c'est... Et voilà, il y a quelques restaurants par le fait que c'est un endroit qui est relativement touristique, mais tu trouveras pas des bars, des cinémas, des cafés, ce genre de choses. Et puis, oui, évidemment, on est entouré des montagnes. On a un énorme lac aussi qui longe le village. Donc, ça a été beaucoup de baignade au fil des saisons et en hiver aussi, l'air de rien. Et puis, voilà, la vie ici, elle est extrêmement différente en fonction des saisons. Donc, grâce à ces deux saisons que j'ai pu passer ici pour l'hôtel, j'ai pu expérimenter la vie en hiver, en printemps, en été, en automne. Alors, il faut savoir qu'ici, en Laponie, on a 8 saisons. Tu as à chaque fois, donc toutes les transitions entre les saisons qu'on connaît, c'est une saison à part entière ici. Donc, c'est changeant, c'est un perpétuel changement. Trop bien. Raconte-nous un peu déjà l'hiver là-bas, puisque tu dois avoir l'été, donc le soleil de minuit, et l'hiver, pas de lumière du tout. Ouais, donc en hiver, c'est la nuit polaire. Donc, moi, j'ai pas vu le soleil pendant 50 jours. Il faut Ouais. bien... Ouais, il y a des journées, en fait, tu as à peine un petit peu de lumière qui reflète sur la neige, température très froide, qu'on a atteint les moins 40 aussi. Mais bon, en moyenne, c'était généralement autour des moins 20, moins 25. Alors, c'est pas si difficile à vivre que ça, honnêtement. Je dirais que quand tu as les vêtements qui sont nécessaires et quand tu as voilà, le moral et que tu t'entoures de personnes voilà,
Il faut tenir le coup, c'est pas le plus simple, mais j'ai vraiment pris ça avec beaucoup de lâcher prise, vraiment comme une opportunité de cultiver un petit peu cette introspection en hiver. Tu sais, c'est beaucoup cocooning, beaucoup de temps pour être à l'intérieur, de nouveau exprimer sa créativité. Puis voilà, profiter aussi des aurores boréales quand on en a. Ouais, t'en as vu, du coup? Oui, dès le premier soir, dès que je suis arrivée, ça a été mon cadeau d'arrivée en fait. Ah waouh! Ça fait quoi alors? Moi, j'avoue que je rêve d'en voir et comme beaucoup d'auditeurs, je pense. Alors, les aurores boréales, ce sera jamais super parce que j'ai pas envie de casser le rêve des gens, hein. J'ai pas envie de casser ton rêve, Marine. C'est pas si fou que ça? Non, bah, les aurores boréales, en fait, elles seront jamais, vert fluo comme on les voit en photo. Déjà, premièrement, ça va toujours être, beaucoup plus, contrasté, beaucoup plus Ouais. visible, sur les photos. Mais malgré tout, voilà, c'est des aurores qui dansent, au-dessus de ta tête et c'est de se dire, hein, bah, voilà, c'est la nature qui crée ça et voilà, juste ça, c'est magique. Ouais. Et comment t'occupes tes journées en dehors du travail? Tu restes beaucoup, comme tu as dit, à l'intérieur ou est-ce que tu as quand même fait des activités? Je sais pas, est-ce qu'il y a du ski, il y a des montagnes, je sais pas, chien de traîneau, tu vois, ce genre de choses? Comment on occupe ses journées quand même? Parce que je pense que c'est important d'aller dehors aussi, non? Ouais, bah, quand même de prendre un petit peu l'air. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de mobilité, c'est pas évident. Il y a énormément de neige ici, donc rando, bah, pas possible. Il y a à partir de février, oui, il y a la saison de ski qui commence, mais tu as quand même avant ça, tu as quand même 2 3 mois, où ben, oui, tu peux faire de la motoneige, tu peux faire, de la pêche sur glace, du patin à glace. Chien de traîneau, oui, c'est vraiment, un traditionnel à faire. Hem et alors oui, ben, j'ai fait aussi tout ce qui était baignade, dans le lac, gelé. Non, non. Très bon pour le corps et l'esprit. Et patin à glace aussi, peut-être, sur le lac ou... Ouais. Ouais, il y a quand même des activités, effectivement à faire. Mais c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire que l'expérience que tu as de l'endroit, en fonction des 8 saisons, j'imagine, que c'est complètement différent. Et comment ça se passe, quand il y a moins de neige, quand la neige, tombe, que le printemps arrive, que la nature reprend un peu ses droits? Comment justement la partie un peu plus printemps, été, se met en place? Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité et tout ça? Donc juste après le retour du soleil, donc comme je l'ai dit, il y a la période de ski et après cette période, en fait, c'est vraiment la mi-saison. Donc c'est à ce moment-là que les hôtels ferment, que la saison de travail se termine en tant que telle parce qu'en fait, la neige fond, il y a, clairement rien à faire. Je pense pas que ce sera super intéressant. Ouais. Non, mais c'est bien de le dire. Ouais, il y a pas vraiment, beaucoup de choses à faire. Le paysage se transforme et voilà, la nature se transforme et elle a besoin d'un temps où, bah, c'est entre 2 quoi. Ouais. Et l'été? À l'été, là, c'est, la nature qui reprend ses droits, hein. Il y a tout qui repousse, il y a les feuilles qui reviennent sur les arbres, c'est, la saison de la randonnée, c'est, le soleil de minuit. Voilà, même au niveau de notre corps, en fait, on le sent, on se sent beaucoup plus vif d'énergie. On a besoin d'utiliser cette énergie, de bouger. Donc nous, après, nos journées de travail, on partait directement en randonnée et on pouvait rester, en montagne jusqu'à quoi? Minuit, 1 heure du matin sans problème. On n'avait pas ce souci de l'obscurité. C'est trop bien. Et donc, ouais, en activité, tu fais rando, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Principalement dehors, des bivouacs peut-être? Ouais, bah, c'est ça, ouais, rando, bivouac. Tu peux aussi faire, du bateau. Ouais, mais principalement rando. OK. Donc là, tu habites dans une toute petite ville, un village presque. Comment ça se passe le mode de vie un peu des Suédois? C'est vrai qu'on idéalise un peu aussi leur façon d'être, leur façon de vivre, le travail, la vie personnelle. De ton regard à toi sur cette année-là, qu'est-ce que tu pourrais partager un peu de ce que tu en retiens? J'ai vraiment vu 2 différents types de vie. Donc, premièrement, celui à la campagne où tu as quand même, ben, de la vie autour de toi. Tu as quand même, des commerces à proximité,
le rythme de vie qu'on connaît un petit peu aussi en France et en Belgique, mais il y a beaucoup plus considération de la vie personnelle. Donc, ils sont beaucoup plus flexibles en termes d'heures de travail, ce qui leur permet voilà, d'être plus disponibles aussi pour leur vie de famille et pour tout ce qui est activité en dehors des heures de travail, activité physique personnelle de manière générale. Et puis ici, dans le Grand Nord, c'est beaucoup plus différent. Alors les gens, c'est beaucoup plus des personnes qui sont introverties. Il va falloir gratter un petit peu plus pour apprendre à les connaître, être beaucoup plus prendre part à la vie au village, initier des activités. Eux vivent beaucoup en fonction de des conditions climatiques et en fonction des jobs qui sont principalement centrés sur le tourisme et l'hôtellerie. Et voilà. Et oui, de toute façon, vraiment, là, donc, quand tu es en Laponie suédoise, j'imagine que la nature est reine et c'est elle qui dicte un petit peu, quelque part, ton mode de vie, quoi. Ouais. Et pas l'inverse, quoi. Tu Non. t'adaptes à la nature et pas l'inverse. Bah oui. Et justement, est-ce que tu as réussi à te créer un cercle social pour rencontrer des gens, créer des liens parce que c'est quand même très petit et je pense que c'est important quand l'hiver est long de pouvoir échanger, rencontrer des personnes. C'est hyper important de se rassembler et les villageois ici l'ont bien compris parce que toutes les semaines, il y a des petites activités, il y a des rassemblements, par exemple, de cercles créatifs. Alors moi, j'ai aussi initié toutes les semaines, une fois par semaine, des cercles de danse intuitive. Trop bien. Est-ce que tu as une activité, toi, qui t'a particulièrement plu, qui est cool à faire là-bas en été ou en hiver, je sais pas? La rando. Ouais. Pour moi, ça a vraiment été la découverte des environs après une saison complète où tu vois les montagnes, tu vois la beauté de cet endroit et tu te dis, OK, maintenant, les chemins sont dégagés, maintenant la nature me permet de partir à sa rencontre. Et donc, c'est juste utiliser ses jambes pour partir s'émerveiller de ce qu'on peut trouver, d'autant qu'ici, tu as des surprises en fait à chaque randonnée. Tu peux rencontrer des rennes sur ton chemin, tu peux aller te baigner dans les lacs et les rivières sans te soucier qu'il y ait quiconque autour de toi. Sur toute ta randonnée, c'est vraiment très sauvage. Trop bien. Et donc là, ça fait donc 1 an et demi maintenant que tu es là. C'est quoi les projets là pour la suite? Alors, les projets pour la suite, donc, je vais partir dans moins d'une semaine, en fait. Là, c'est vraiment les préparatifs. La saison se termine et j'ai décidé cette fois de ne pas renouveler mon contrat. Donc, je vais rentrer en Belgique un petit peu, me retrouver, me reconnecter à mes racines, à mes proches. Et puis voilà, il y a des petits projets qui se préparent pour l'année prochaine. Enfin, petits, pas tellement. C'est-à-dire? Voilà, il y a un PVT qui se prépare pour la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, j'ai l'envie cette fois-ci d'aller un petit peu plus loin encore, d'aller une étape plus loin, au-delà de l'Europe et cette fois-ci de façon beaucoup plus indépendante, en mode road trip. Acheter ton van et Exactement. trop bien. Tu as pu gagner un petit peu d'argent justement en Suède, tout ça? Pour ça, c'est cool. Ouais, c'était l'objectif, de pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté. Puis finalement, j'ai trouvé mon équilibre de vie ici. Ça m'a donné envie de rester un petit peu plus longtemps. Puis j'ai eu l'occasion aussi entre les 2 saisons de rentrer en Belgique parce que j'avais désespérément besoin de ma mobilité. Donc, j'ai décidé de remonter de la Belgique à la Laponie avec ma voiture cette fois. Alors, juste pour préciser, j'ai une Peugeot 107, donc rien n'est impossible, ça c'est la morale de l'histoire. Et ça aussi, ça m'a permis de découvrir la vie en road trip, la liberté d'être sur la route. Ça donne une dimension en plus. En solo? Oui, en solo, oui. Trop bien. Si je peux ajouter aussi, il y avait, le challenge que je me suis lancé en fait sur la route. Alors déjà, remonter avec ma voiture, mais aussi j'avais partagé un post sur les réseaux sociaux pour me permettre en fait de rester dormir chez l'habitant. Puis ça m'a permis en fait de rencontrer aussi de super belles personnes sur le chemin et de revoir certaines autres que j'avais pu en connaître de mon expérience, de ma première expérience en Suède. Et c'est ça qui m'a permis d'arriver à bon port en Laponie. Génial. Oui, donc encore une fois, petit à petit, tu te sors de ta zone de confort et la Nouvelle-Zélande, comme tu dis, va en être une autre. Tu vas expérimenter un peu plus loin, effectivement, mais toujours dans une destination très nature. Donc, sur le podcast, justement, tu pourras écouter l'épisode de Mika
ou le premier épisode aussi où on avait fait sur la Nouvelle-Zélande, entre autres, avec Tony, qui avait vécu aussi là-bas. Mais je pense que tu vas te régaler, en tout cas, dans ce nouveau projet. Et j'aimerais aussi qu'on regarde un peu dans le rétro par rapport à ces différentes expériences, ton parcours depuis ce burn-out quand même en septembre 2020, qui est quand même une épreuve qui est pas facile à surmonter. Aujourd'hui, si tu regardes un peu en arrière par rapport à ces 4 années, Ouais. quel regard un peu tu portes sur ton évolution Alors aujourd'hui, donc 4 ans après, je suis vraiment reconnaissante que ce burn-out soit arrivé dans ma vie, l'air de rien. Ça fait bizarre de le souligner de cette manière, mais ça a vraiment été le déclencheur de ce nouveau chapitre de ma vie. Et puis voilà, ça a été tellement d'aventures finalement en peu de temps. Beaucoup de découvertes sur moi-même, sur les autres, sur mon interaction avec le monde. Ça m'apporte des éléments de réponse aussi de ce vers quoi je veux me diriger. Mais ça prend du temps. Mais aujourd'hui, je prends ça avec beaucoup plus de résilience et de lâcher prise. T'as raison, il faut. Qu'est-ce que tu retiens un peu de ces 4 années-là Je sais que c'est difficile, mais par rapport à ton regard sur toi-même, sur le monde, sur les autres, puisqu'on est dans un podcast voyage, mais finalement, en quoi le voyage t'a permis d'être là où tu en es aujourd'hui, quoi? En quoi il a contribué, le voyage, à ton développement personnel, et ton regard sur le monde? Alors, je pense que ça m'a surtout appris en fait à accepter que on peut pas toujours être au top constamment. Le voyage, ça amène aussi des prises de conscience qui sont pas tout le temps évidentes. Ça arrive encore de se prendre des murs. C'est pas parce qu'on est dans un autre pays que tout est beau, tout est rose. Bien. Donc voilà, c'est vraiment apprendre à s'accepter aussi dans des moments où on ne devrait pas forcément se sentir tel quel. Voilà, apprendre à se recevoir et à s'aimer tel que l'on est, je pense. Et puis, après, accepter ça pour soi-même, de pouvoir l'accepter aussi pour les autres autour de soi. Apprendre à les recevoir, peu importe dans le mood dans lequel ils sont. Est-ce que tu as une petite phrase, toi, ou un mantra qui te guide au quotidien? Ouais, donc moi, mon mantra, c'est il y a toujours quelque chose à apprendre. Peu importe les événements de la vie, peu importe si tu te prends un mur, c'est garder cette perspective à l'esprit de OK, c'est arrivé, je peux pas changer le passé, de toute façon, c'est là. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Qu'est-ce que je peux emporter avec moi sur mon chemin? Trop bien. Je partage. Aujourd'hui, si tu devais choisir un endroit dans le monde où tu te sens vraiment connecté à toi-même, ça serait lequel et pourquoi? Là, aujourd'hui, je te dirais que ce serait ici, que je me suis vraiment, vraiment découverte et tombée amoureuse de cet endroit, tombée amoureuse de cette nature sauvage qui est beaucoup moins transformée de l'être humain, qui me permet de me reconnecter. Il y a juste à sortir de la maison et de marcher un petit peu. Et puis t'es dans ta bulle, t'es avec toi-même et pouvoir s'émerveiller de petites choses de la vie qu'on a tendance à oublier. Ouais, c'est vrai que la nature pour ça est assez importante, je trouve. Ouais. Ça fait du bien en tout cas en termes de reconnexion et d'être dans l'instant présent aussi. Ouais, puis rien que l'exemple du soleil en hiver, la première fois que j'ai revu le soleil, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu être si heureuse et si émue de revoir le soleil. Wow. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça doit quand même pas être évident au tout début de s'adapter dans un environnement comme celui-ci, quoi. Ouais, le corps le manifeste rapidement qu'il y a quelque chose qui est différent. Et puis, c'est comme pour tout, il y a un temps d'ajustement qui se fait. Et puis, on apprend à vivre avec ça. Et... Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un, justement, qui vit une période de burn-out, une crise de sens en tout cas, ce serait quoi, justement, pour l'aider à se dire que autre chose qui est possible derrière, quoi? Moi, je dirais avant toute chose, d'accepter d'être là où cette personne est maintenant. C'est peut-être pas facile maintenant, mais tout est affaire de temps et de cycle. Donc, plus cette personne prendra le temps de retomber, de digérer et d'accepter la situation, plus le changement et cette petite voix qui est là à l'intérieur, qui chuchote, qu'on n'entend pas beaucoup quand tout s'agite autour, il y aura plus d'espace pour ça, pour
pour pouvoir l'écouter et faire des choix voilà, petit à petit. Si à un moment donné, voilà, il y a un désir de voyage, mais que cette personne ne se sent pas capable parce que c'est trop gros, voilà, c'est trop de changements d'un coup, voilà, il y a ce processus, il y a aussi cette possibilité de procéder par voilà, une étape à la fois et une petite évolution à la fois. Ça reste un changement, ça reste un process dans son ensemble. Ça prend du temps pour le faire, ça aboutit à de belles choses. Et le volontariat, toi, t'a vraiment, en tout cas, aidé à franchir ces paliers-là, quoi, en tout cas. Ouais. Ça a été une véritable ressource pour moi, c'est clair. Trop bien. Est-ce que tu veux finir sur un dernier message pour conclure? Je suis vraiment très, très reconnaissante que tu m'aies donné la voix aujourd'hui. Grand merci Marine pour ça. Et puis, voilà, si jamais il y a quelqu'un dans tes auditeurs qui a envie de réagir, qui a des questions, qui aurait besoin d'un petit coup de pouce ou voilà, juste envie de partager, surtout qui n'hésite pas à me contacter. Oui. Mais merci en tout cas pour ton témoignage, Laura. C'est important d'avoir de l'espoir et c'est inspirant aussi de voir, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui passent par des moments compliqués. C'est normal dans une vie, la vie est un voyage, comme je dis souvent, et faite de phases et d'étapes, et les transitions sont pas toujours évidentes. Et donc, quand on vit un moment effectivement difficile, sur le moment, c'est pas forcément évident de voir un petit peu la lumière au bout du tunnel, mais voilà, comme tu dis, ton exemple en est un. Et aujourd'hui, tu es sur un nouveau chemin et tu sais pas exactement où il va te mener. Et c'est pas grave, voilà, petit à petit, tu apprends et tu prends aussi confiance en toi en te sortant petit à petit de ta zone de confort, en allant voir un petit peu autre chose, en rencontrant des gens aussi qui te permettent d'évoluer, d'apprendre, de voir qu'il y a d'autres vies possibles, etc. Donc, pour tout ça, merci en tout cas, c'est assez courageux voilà, de venir parler de choses comme ça sur un micro auprès d'auditeurs qui vont t'écouter d'un petit peu partout dans le monde. Donc, merci pour ça. Et puis, je te souhaite bien sûr le meilleur pour ton nouveau projet en Nouvelle-Zélande. Ça va être une super belle expérience. Je vais suivre ça. Bon courage pour le futur changement là, de déménagement qui va arriver sous quelques jours. Merci beaucoup à toi, merci pour tous tes bons mots aussi. Et je te souhaite aussi que le meilleur pour la suite de tes projets. Merci. Et on va se retrouver la semaine prochaine avec un petit épisode bonus où Laura va vous donner plein de conseils sur justement si vous rêvez un peu de nature, d'aventure en pleine nature, en Laponie, que ce soit en hiver ou en été, on va creuser, elle va nous donner quelques petits tips comme ça sur l'épisode bonus. Très belle journée et à très vite. Je vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode de Wanderlust, le podcast. J'espère qu'il vous a plu et que de là où vous êtes, il vous aura permis de rêver et de vous évader un peu. Si vous voulez encore plus d'épisodes, j'ai besoin de vous. Pour soutenir le podcast, rien de mieux que d'en parler et de le partager autour de vous. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre 5 étoiles et même d'ajouter votre commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye!